On parle du plan national de développement 2026-2018. On parle de l'agenda 2040 avec le forum économique qui s'est tenu l'an dernier. Il y a la vision 2025 des années antérieures. On n'évalue rien. Donc ça veut dire, si on analyse comment le gouvernement fait, on dirait que les plans de réforme, de l'orientation, la vision, il n'y a pas. Dans ce cas, on ne peut jamais avancer. Aujourd'hui, PARSEM, une organisation de la gouvernance, présente le bilan, un rapport analytique sur la gouvernance et l'année 2022 et présente les perspectives pour l'année 2023. D'abord, on commence sur la description des faits et on fait l'analyse et on fait les recommandations. Au niveau des descriptions des faits, au niveau économique, quels sont les faits qui ont continué à marquer cette année 2022? On a continué à avoir une rareté des devises, deux taux de change avec les problèmes, avec les conséquences relatives. Une inflation record qui frôle 30%, donc 26,8%, et qui frappe surtout les produits vivriers. Une rareté des produits de première nécessité continue à se manifester, surtout le carburant, les passeports. Les infrastructures sont restées dans un état de délabrement total. Les routes, les barrages Kabou-16, Jiji-Mourembe, des années et des années. Le niveau d'installation de la fibre optique pour créer une numérisation digne de son nom reste encore déficitaire. L'endettement de l'État qui fait 3 000 milliards. L'assainissement et le redressement des entreprises publiques, des entreprises comme l'ONATER et la Régie des eaux, qui ont encore des problèmes. Une lutte contre la corruption annoncée dans le discours, mais peu cohérente. Des cas sont signalés, impunis. La déclaration des biens n'est pas encore une réalité. Une gouvernance communale déficitaire qui voit que le leadership communal est déficitaire. Et on a vu que beaucoup, et le limogeage de plusieurs administrateurs. Il y a un manque vraiment d'organisation de la commune pour que la commune soit la base de développement. Peut-être avec la nouvelle copie administrative, les choses vont changer, même si on n'a pas encore une étude préalable qui est claire. Le gouvernement sur certaines compétences qui pourraient être transférées du niveau de l'échelon national au niveau local. Au niveau des secteurs porteurs de croissance, c'était l'agriculture. L'agriculture, les résultats ont été quand même faibles. Par la contribution de la production agricole et des produits alimentaires au niveau de l'inflation. Le secteur minier est presque dans l'oubli. Il ne contribue plus dans le développement. Le tourisme, il reste là, il est dans l'apathie. Le café, la production du café, là, maintenant aussi, elle va décrescendo. L'exploitation des autres positions de plaques tournantes dans la sous-région. Donc les secteurs porteurs de croissance jusqu'ici ne sont pas encore dynamiques. Au niveau politique, on parle du remaniement ministériel. Puis à côté de la nomination et le poste à l'ancien Premier ministre, on a un nouveau gouvernement mais qui a été nommé sur un semblant de fond de tension à l'intérieur au niveau d'un dualisme observable au niveau du plus haut sommet. Parce que le président me disait même qu'il y aurait eu des gens qui veulent comploter, renverser le gouvernement. Et ça montre que le premier gouvernement qui a été dit les temps vieilles, les résultats étaient dérisoires. Le travail de la CVE, Commission de vérité et réconciliation, qui reste toujours problématique. Parce qu'une partie, une composante politico-ethnique continue à constater que le traitement des crises antérieures semble être tendancieux et privilégie certaines crises que d'autres. Il y a quasi au sens du débat contradictoire sur des partis politiques pour jouer le rôle d'interface, de plateforme pour un débat équilibré en démocratie. On voit que les leaders politiques se contentent à chercher des postes ici et là. Le monde des médias a été marqué par les états généraux et qui ont aussi égrené des problèmes visibles du monde des médias, manque de moyens, qualité des informations, absence de stratégie de communication politique. J'imagine qu'il faut aussi y ait, je dirais, un plan de suivi. Parce que même les États généraux ont terminé en quête de poisson. Ce qui était là, on vit que les recommandations même n'avaient pas été bien saisies ce jour-là. On considère voir la justice, malgré les réformes, mais à la base d'institutionnaliser les structures d'Abahuza. Il y a eu un péché originaire qui gardera parce qu'il y a eu toujours tentative de politiser ça. Et encore plus, cette nouvelle structure est venue heurter une institution culturellement ancrée dans les esprits de Burundi depuis longtemps, l'institution de Bashinganahe. Mais nonobstant aussi la justice n'a pas encore prouvé de réformes pour
la rendre indépendante, pour reconnaître le pouvoir judiciaire comme troisième pouvoir. Même la haute cour de justice n'est pas encore mise sur pied. Au niveau diplomatique, on pourrait signaler l'ouverture diplomatique à travers la participation active du président dans certains forats. Il y a par exemple le sommet des Nations Unies, le sommet États-Unis-Afrique, et environnement en Égypte, le sommet France-Afrique. Mais maintenant, les Burundais restent sur le qui-vive, ils attendent les retombées possibles de ces visites. Si le président participait dans le sommet à États-Unis-Afrique, les États-Unis s'apprêtent à financer les pays subsahariens avec un montant de 55 milliards. Comment est-ce que le Burundi se prépare pour tirer son épingle du jeu? Il faut participer dans les sommets, mais les retombées, parce que cette participation même est coûteuse pour le pays. Au niveau de l'éducation, on mentionne la tenue des États généraux de l'éducation qui a montré beaucoup de réformes, de recommandations pertinentes. Mais ce qui nous écœure, c'est qu'on a vu que le budget de l'éducation cette année, l'année budgétaire 2020-2023, n'a augmenté d'un iota. Ça montre que ces recommandations risqueront de rester lettres mortes. La santé, on parlerait, le manque d'équipement dans les hôpitaux communaux. Il y a encore le retard dans le remboursement des subventions de l'État qui fait que la disponibilisation des services de santé reste problématique. Dans certains hôpitaux, il y a l'insuffisance des équipements élémentaires en médecine, comme les scanners. Au Burundi, on peut trouver une situation où un seul scanner est en train de fonctionner dans tout le pays. C'est déjà un indicateur palpable. Et quant à l'hygiène, plutôt aussi l'histoire rocambolesque qui continue à secouer l'hôpital Kira avec toutes les conséquences que cela provoque au niveau de l'image du pays. Pour ce qui est de l'hygiène, le manque d'eau potable vraiment dans plusieurs contrées du pays, même ici à Mille de Bujumbura, s'est fait sentir. Malheureusement, avec des conséquences néfastes. Le Burundi encore enregistre la maladie de Messar et le choléra. Nous sommes l'un des rares pays où le choléra se déclare encore. Le ministère devait prendre toutes les mesures nécessaires. Au niveau social aussi, monter le chômage des jeunes. Malgré les initiatives que l'État a prises, Banque des jeunes, FIGA, PAGE, ces structures heurtent toujours à des défis insurmontables liés à la conjoncture, à la situation conjoncturelle. J'imagine qu'à ce niveau, il faut que l'État fasse un effort beaucoup plus important pour que les résultats de les actions soient palpables. Sinon, on a assisté à un départ massif des jeunes qui prouvent un certain désespoir. En Europe, en Zambie, Malawi, Mozambique, ça montre que les jeunes burundais commencent à considérer que l'avenir, l'espoir de mener une vie décente dans l'avenir reste et s'amenuise comme peau de chagrin. Au niveau de la fonction publique, on parlerait justement le problème dans le modèle de salaire qui est inachievé. Et ce problème des années fait que dans une situation d'inflation galopante, c'est un problème. On parle d'une politique ambitieuse de retraite sans pouvoir évaluer le coût. Au niveau de la mise en application, c'est problématique. Donc, ces trois aspects, harmonisation, les annales, la retraite, on voit qu'il y a toujours un flou. Le chemin n'est pas clair, lié même à la capacité budgétaire du pays. On ne rêve pas dans ces matières. Il faut qu'il y ait des ressources disponibles. Et prouver, au niveau de sécurité des droits de l'homme, on dirait qu'on voit qu'au Burundi, suite à l'impunité des crimes, surtout de sang, il y a tendance à minimiser la valeur de la vie humaine. Même en conflit mineur, une dette de 1000 francs peut emporter une vie humaine. Ça montre qu'il y a une négligence à son niveau. Parce que les auteurs sont rarement. Il y a beaucoup de crimes de sang qui emportent des vies humaines. Ici et là, des hautes personnalités, même dans le monde des affaires, on a entendu depuis longtemps. Mais mettre la main sur les auteurs, c'est toujours problématique. On voit le porte-parole de la police quand il vient nous dire qu'il a débusqué un réseau trafiquant d'escroquerie. Oui, d'accord. Nous voulons connaître les noms de ces gens, auteurs de ces crimes de sang. Parce qu'après tout, la vie humaine est beaucoup plus sacrée. Et j'imagine qu'à ce niveau, il faut qu'il y ait un effort au niveau de l'administration donc, et du secteur des droits de l'homme. Nous avons constaté que les deux problèmes fondamentaux. Le Burundi, même actuellement, n'a pas une vision claire, assortie
des réformes, des actions opérationnelles pour arriver à cette vision. On parle du plan national de développement 2026-2018. On parle de l'agenda 2040 avec le forum économique qui s'est tenu l'an dernier. Il y a la vision 2025 des années antérieures. On n'évalue rien. Donc ça veut dire, si on analyse comment le gouvernement fait, on dirait que les plans de réforme, de l'orientation, la vision, il n'y a pas. Dans ce cas, on ne peut jamais avancer sans cohérence à son niveau. Deuxième défi, c'est la lutte contre la corruption et les malversations économiques. On ne pourra jamais s'en sortir avec un état de corruption et des malversations économiques. Les malversations économiques bloquent l'investissement direct étranger, asseignent les finances publiques. Saignent les finances publiques. Les malversations, la corruption altère la qualité des institutions. Toute politique, toute réforme visant à être envisagée sera sans résultat suite à la corruption. J'imagine qu'il est grand temps de vraiment mettre tout le paquet sur la lutte contre la corruption et une cohérence. Pourquoi je dis une cohérence? Quand on dit qu'au sommet, il y a un remboursement de 5 milliards, on ne connaît jamais les auteurs, on ne sait pas sur quel était réservé. Est-ce que 5 milliards avaient détourné combien? Quel rapport? Mais quand il s'agit d'un administrateur qui détourne sac de farine, de ciment, il est directement poursuivi directement. On ne peut pas lutter contre la corruption dans un tel contexte. Il faut vraiment une cohérence pour avancer dans ce domaine. Les institutions doivent travailler. Il faut une justice capable de frapper. Il ne faut pas une politique de démesure dans une politique de lutte contre la corruption et de renforcement de la gouvernance. Je vous remercie.